cours d'histoire. On retrouve Christophe Dickès. Chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur Storia Voce, vous y êtes bien. Est-ce que vous avez parlé de nous autour de vous? Si ce n'est pas le cas, eh bien n'hésitez pas à le faire. Je vous le rappelle aussi, nos podcasts sont gratuits afin de préserver cette gratuité. N'hésitez pas à nous soutenir, n'hésitez pas à faire un don à notre association en cliquant sur le lien indiqué juste en dessous dans la description de ce podcast. En faisant un don, eh bien nous vous offrirons un abonnement à Histoire et Civilisation. Merci d'avance. Gerbert Bouissou, bonjour. Bonjour. Merci d'être revenu à notre micro. Vous nous venez de très loin, même de très très loin, de l'autre bout du monde, puisque vous êtes maître de conférence à l'université de Polynésie. Vous êtes venu il y a 2 semaines afin d'évoquer Alexandre. Vous venez de publier La Grèce hellénistique et romaine, coécrit avec Christophe Chandezon et Pierre-Olivier Auchard, sous la direction de Catherine Grandjean. La Grèce hellénistique et romaine, paru chez Belin, d'Alexandre à Adrien, la fameuse collection des mondes anciens, sous la direction de Joël Cornette. Je viens de le dire, nous avons évoqué il y a 2 semaines Alexandre, nous avons évoqué avec votre confrère et compère les royautés helléniques, et je souhaiterais aujourd'hui évoquer l'hellénisme, bien comprendre au fond ce que recouvre cette notion. Alors au 1er siècle de notre ère, le terme helléniste apparaît dans les Actes des Apôtres. Que désigne ce terme et est-ce qu'il s'agit de sa première apparition? Alors dans les Actes des Apôtres, effectivement rédigés en grec, à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, le terme hellénistes se rapporte à un juif qui parle le grec, à un juif hellénisé. Et c'est un terme qui va ensuite être repris en français notamment à partir de la deuxième moitié du 19e siècle par un historien qui s'appelait Henri Housset, qui lui-même avait été très influencé par un historien prussien dont on a parlé il y a 15 jours, dont avait parlé Pierre-Olivier Auchard, à savoir Droysen. Droysen voyait dans Alexandre le Grand une figure conquérante qui aurait en fait diffusé la culture grecque aux confins du monde connu jusque dans la vallée de l'Indus, une vision dont on est aujourd'hui un petit peu sorti, mais une vision qui a beaucoup influencé Henri Housset et qui a forgé ce terme donc d'hellénisme pour caractériser la culture grecque, l'identité grecque. Alors qu'est-ce que c'est que ce terme d'hellénisme et quel sens est-ce qu'on peut lui donner? Eh bien pour Henri Housset, c'était la diffusion de la langue, c'était aussi la diffusion de la culture grecque à des populations qui jusque-là ne parlaient pas le grec ou en tout cas étaient ignorantes de la culture grecque. Alors c'est une vision qui peut être bien sûr questionnée avec l'évolution de l'historiographie, néanmoins c'est quelque chose d'intéressant parce que effectivement ce que l'on constate c'est qu'à l'époque hellénistique et puis ensuite à l'époque impériale, lorsque le monde grec est intégré au monde romain, des populations qui jusque-là étaient éloignées de la culture grecque vont reprendre certains codes, mais pas tous, mais à l'inverse, et c'est là-dessus que l'historiographie a évolué, on se rend compte aussi que des populations grecques vont reprendre et emprunter certaines caractéristiques de populations non grecques, et on est dans ce que l'on appelle aujourd'hui les transferts culturels, une expression qui a été empruntée notamment à l'histoire des relations franco-allemandes, et qui désigne des échanges réciproques d'un point de vue culturel, qui peuvent se traduire notamment d'un point de vue matériel, par des déplacements d'objets, ou par des objets hybrides, qui portent des traces d'influence réciproque. Par exemple, pour être concret, ça peut être une représentation d'une déesse grecque, Aphrodite, mais sous des traits qui sont empruntés, par exemple, à l'art mésopotamien, et on en a retrouvé dans la région de Babylone, ou ça peut être aussi, pour prendre l'exemple d'un site archéologique qui se trouve en Afghanistan, Aïkanoum, site où les archéologues français ont fouillé dans les années 1970 une ancienne cité grecque, ça peut être, par exemple, une plaque en or, visiblement importée de Mésopotamie et qui a des caractéristiques à la fois grecques et mésopotamiennes et qui est importée jusque dans une cité grecque d'Asie centrale. Alors vous dites que la conquête d'Alexandre a entraîné une intégration culturelle. Comment celle-ci s'est traduite? Vous évoquez le terme de syngenia ou bien de
koiné? Que recouvrent ces deux expressions? Alors la koiné, en fait, c'est le grec, on va dire, normalisé. En tout cas, c'est le grec, la langue grecque telle qu'elle a tendance à s'uniformiser en dépassant les différences entre dialectes. Et c'est quelque chose qui va prendre une forme progressive, mais qui va contribuer à unifier le monde grec avec une unification linguistique par en haut et par en bas. Une unification linguistique par en haut avec notamment le rôle des rhéteurs, des spécialistes de la rhétorique, d'abord à l'époque hellénistique et puis ensuite à l'époque romaine, dans quelques grands centres littéraires et philosophiques comme Alexandrie ou comme d'autres cités, je pense notamment à Rhodes, où on va retravailler le grec avec parfois une langue très artificielle qui tend à se rapprocher du grec du IVe siècle avant Jésus-Christ, des grands orateurs athéniens, des grands orateurs attiques comme Démosthène. Mais il y a aussi une hellénisation par en bas. On parlait tout à l'heure des Actes des Apôtres, et c'est tout simplement le grec de tout le monde, le grec de la rue, le grec par exemple du légionnaire romain en poste en Terre Sainte, qui au quotidien échange généralement en grec, et c'est ce grec-là que l'on va plutôt trouver dans les évangiles ou dans les Actes des Apôtres. Et donc Saint-Génien? Et alors la Sungénéia, en fait, c'est autre chose. Ce sont des relations littéralement de parenté. Ce sont des parentés fictives que les cités vont s'inventer ou se recréer pour se rapprocher les unes des autres et se constituer en réseau. Par exemple, une cité d'Asie mineure peut tout à fait retrouver une prétendue parenté et des origines communes avec une cité de Grèce balkanique. Et ce sont des phénomènes qui vont s'intensifier à l'époque hellénistique et que l'on va même parfois retrouver sous des formes différentes à l'époque impériale. Alors, je voudrais évoquer un peu la religion, qui a une place très importante dans cette partie consacrée à l'hellénisme. Il existe une mosaïque de religions. Est-ce qu'on peut parler, paradoxalement, d'unité des pratiques religieuses? Oui et non. Unité dans la diversité, pour répondre simplement. Pourquoi? Parce que les Grecs ont effectivement un panthéon commun, ils ont des cultes communs, ils ont aussi des sanctuaires qu'on appelle des sanctuaires panhelléniques, notamment Delphes et Olympie, qui sont des sanctuaires historiques. Corinthe et Némée. Corinthe et Némée également, où sont organisés tous les 4 ans ou tous les 2 ans des compétitions en hommage aux dieux, notamment les fameux concours olympiques, et qui vont fédérer les Grecs. Mais d'un autre côté, ce que l'on constate, c'est que les Grecs vont emprunter de plus en plus de cultes aux populations avec qu'ils côtoient. Je pense par exemple à ce qui se passe en Égypte avec la déesse Isis ou avec le dieu Sérapis. Isis est une déesse égyptienne qui va être reprise par les Grecs, puis ensuite par les Romains, par l'intermédiaire des Grecs. Mais l'Isis grecque et ensuite romaine n'a pas forcément de lien très profond avec l'Isis égyptienne. De même, le dieu Sérapis, c'est un dieu grec, certes, mais c'est un dieu grec qui a des caractéristiques égyptiennes et qui vient d'Égypte. Et le culte d'Isis et de Sérapis va être transformé avec, on va dire, un vernis culturel égyptien, mais une religiosité grecque, et se diffuser non seulement dans le monde grec, et puis ensuite dans le monde romain, puisqu'on a retrouvé Isis et Sérapis jusque dans la vallée du Rhône ou jusqu'à Pompéi. Quel est le rôle exactement de ces sanctuaires panhelléniques? Alors, ce sont des lieux qui permettent aux Grecs de dépasser leurs différences et de se retrouver dans des cultes communs. Alors, pour prendre l'exemple notamment d'Olympie, on peut évoquer les concours olympiques avec en particulier ces cérémonies qui, tous les 4 ans, voyaient des athlètes qui n'étaient pas organisés en délégation officielle. Il n'y a pas de délégation athénienne comme il y aurait par exemple une délégation française aux Jeux Olympiques, mais ce sont des athlètes qui, à titre individuel, vont concourir dans ces Jeux et vont souvent disputer ce qu'on appelle la période, c'est-à-dire qu'ils vont enchaîner les concours olympiques, les concours de Némée, les concours de Delphes, et puis d'autres concours, parce que les concours se multiplient à l'époque hellénistique et même ensuite à l'époque romaine. Et au cours de ces compétitions, les Grecs dépassent leur rivalité traditionnelle, mais c'est quelque chose de provisoire. J'en veux pour preuve ce qui se passe à la fin des épreuves olympiques. Le dernier jour, il y a une course en armes, une oplitodromie, et les athlètes qui disputent cette compétition marquent symboliquement le retour à une certaine forme de normalité, c'est-à-dire la conflictualité entre les cités ou entre les royaumes. Il y a un rayonnement de ces concours panhelléniques? Non seulement il y a un rayonnement, mais il y a un rayonnement au-delà du monde grec. Et là, on a quelque chose d'intéressant. Dès l'époque hellénistique, on constate que quelques noms grecs commencent à disputer des concours. Je pense notamment à des Phéniciens. On a quelques dossiers épigraphiques très intéressants où on a des magistrats phéniciens qui vivent à la grecque, qui honorent des dieux grecs, voire qui vont disputer des compétitions dans des concours olympiques, ce qui est une nouveauté. Et puis surtout, c'est quelque chose qui s'observe à l'époque romaine. L'un des derniers athlètes honorés au concours olympique, dans les années 360 après Jésus-Christ, peu avant l'interdiction des concours par le pouvoir romain converti au christianisme, c'est un prince arménien.
Donc quelqu'un qui vient vraiment des confins du monde romain, mais qui connaît la culture grecque. Alors Delphes joue un rôle majeur à cette époque, elle est le nombril du monde, on parle de l'oracle de Delphes. Quel est son rôle exactement ? Alors l'oracle de Delphes, c'est un oracle très important dans l'histoire des cités grecques, notamment d'un point de vue politique. Pourquoi ? Parce que nombre de cités ont envoyé des délégués pour faire, on va dire, valider leurs institutions ou pour demander conseil aux dieux par l'intermédiaire de la Pythie, donc la prophétesse. Ce sont des traditions anciennes qui remontent à l'époque archaïque, je pense à ce qui s'est passé notamment pour les lois de Sparte, et cette consultation de la Pythie, c'est quelque chose qui va se retrouver ensuite à l'époque hellénistique, avec un rituel bien précis, et toutes sortes de pratiques, notamment la consommation de l'eau d'une source qui s'appelle Castalie et qui inspire la Pythie. Et c'est quelque chose qui, là encore, fait partie des us et coutumes du monde grec. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque hellénistique, de plus en plus de cités créent des concours qui ne sont pas des concours civiques à proprement parler, mais des concours panhelléniques, sur le modèle des concours olympiques ou des concours delphiques. Et elles vont demander, en quelque sorte, pour faire simple, le parrainage de Delphes et donc le parrainage de l'oracle de Delphes. Alors c'est aussi une époque où se développe la médecine, et le religieux bien évidemment est intimement lié aux sanctuaires thérapeutiques qui sont dédiés à l'inévitable Asclépios. Absolument, on peut penser au sanctuaire de Kos, qui est un sanctuaire historique en matière médicale, mais on peut aussi penser à un exemple très intéressant, c'est le sanctuaire de Pergame. Alors pourquoi un exemple très intéressant ? Parce que Pergame est une cité florissante à la fin de l'époque hellénistique et va rester ensuite une cité florissante à l'époque impériale, avec en particulier le développement de ce culte à Asclépios, avec notamment des bains et toutes sortes de bassins. Et les cultes thérapeutiques à Asclépios sont bien connus par un mime d'un poète qui s'appelait Hérondas et qui va décrire comment les personnes qui souhaitaient se faire soigner allaient consulter le dieu, sacrifier aux divinités antérieurement honorées dans le sanctuaire, puis ensuite sacrifier aux dieux, voire ensuite aller dormir dans le sanctuaire, et elles pensaient que dans leur rêve, eh bien, le dieu allait les visiter, leur donner des conseils, et à leur réveil, elles racontaient le rêve aux prêtres et médecins qui étaient dans le sanctuaire. Et il y avait une dimension aussi très pratique dans ces sanctuaires thérapeutiques. Il y avait parfois des chirurgiens qui tentaient des opérations assez audacieuses pour soigner les patients. Donc il y a une dimension essentiellement religieuse, mais il y a aussi une dimension très technique, puisque l'époque hellénistique voit aussi le développement de la médecine et les progrès de la médecine, notamment grâce à la vivisection qui est pratiquée à Alexandrie sur des condamnés à mort, quelque chose qui est connu par des sources littéraires, qui a parfois choqué les contemporains puis ensuite les auteurs chrétiens, mais qui a sans doute fait progresser la médecine, en particulier sur tout ce qui concerne la circulation du sang et le fonctionnement des organes. Alors, je voudrais revenir sur l'idée de transfert culturel. Vous insistez bien sur l'idée que l'identité grecque en soi n'était pas figée, elle a connu des recompositions, tout en influençant les populations. Oui, et c'est quelque chose qui est intéressant, c'est-à-dire que l'identité grecque, elle est notamment définie au 5e siècle avant Jésus-Christ dans le conflit contre les barbares, à commencer par les Perses, vaincus ensuite par Alexandre, et on peut penser à la définition d'Hérodote. Qu'est-ce que c'est qu'être grec ? C'est appartenir à une communauté de sang, c'est-à-dire avoir des ancêtres communs, appartenir à une communauté de langue et appartenir à une communauté de religion. Mais dès le 4e siècle avant Jésus-Christ, un auteur comme Isocrate, qui est un théoricien de ce qu'on appelle le panhellénisme, l'union des Grecs, considérait lui-même, tout en rejetant les barbares, mais il considérait lui-même que finalement celui qui parlait le grec était grec. Et cette conception, on va dire intégratrice, va se retrouver à l'époque hellénistique et ensuite à l'époque romaine. Et on a différents exemples. Je pense notamment à ce qui va se passer en Orient et en Occident, avec des rhéteurs qui vont apprendre le grec, et alors qu'ils sont, je pense notamment à Favorinus d'Arles, à l'époque impériale, qui est un Gaulois, qui est très fier d'être gaulois, mais qui revendique aussi son hellénisme, parce qu'il a appris le grec, parce qu'il écrit en grec. Est-ce qu'il y a une forme de... Je reviens sur le point religieux, bien évidemment, qui constitue de la culture grecque. Est-ce que il existait un syncrétisme ? Est-ce que les rites, notamment les fameuses religions à mystère qui apparaissent, étaient
des rites exclusifs qui bouleversent en quelque sorte le paysage religieux. Alors ça, c'était notamment la théorie de Droysen. Droysen, au début du 19e siècle, voyait dans Alexandre le Grand le préfigurateur du christianisme. Alors ça peut sembler un raccourci saisissant, mais l'idée de Droysen était qu'en élargissant la sphère d'influence du monde grec, Alexandre avait favorisé la diffusion de nouvelles formes de spiritualité, notamment ces cultes à mystère, dans lesquels les érudits, notamment allemands et puis ensuite belges, ont cru voir l'expression d'une religiosité plus personnelle, plus individuelle, plus subjective. Et c'est une vision qui a notamment été portée au début du XXe siècle par un érudit qui s'appelait Franz Cumont. Aujourd'hui, on en est complètement sorti et on considère que les cultes à mystère ont une dimension qui reste civique et qui demeure communautaire. Et le point sur lequel il faut insister, c'est que ces cultes à mystère vont largement se diffuser d'abord dans le monde grec et ensuite dans le monde romain, au point d'ailleurs parfois d'inquiéter les Romains. On peut penser à la fameuse affaire des bacchanales, mais ce ne relève pas d'une forme de religiosité qui prépare les religions du salut. C'est quelque chose de différent, c'est quelque chose de collectif, et c'est quelque chose qui est très différent de religions révélées comme le judaïsme ou comme le christianisme. En ce qui concerne les influences réciproques, oui, effectivement, on parlait tout à l'heure d'Isis, on parlait de Sérapis, et on constate aussi qu'il y a des phénomènes, on va dire, d'équivalence entre les panthéons. Alors bien sûr, les équivalences que l'on connaît le plus souvent, ce sont les équivalences entre le panthéon grec et le panthéon romain. Jupiter, qui pourtant est un dieu très différent de Zeus à l'origine, puisqu'il est intégré à une triade, va être peu à peu considéré comme l'équivalent de Zeus. Mais on a aussi l'équivalent avec les cultes, je pense au culte phénicien et puis ensuite au culte parthe. Et c'est pour ça que dans l'ouvrage, nous avons tenu à mettre une photo d'une statue qui est conservée au musée de Bagdad et qui représente une statue grecque d'Héraclès, mais qui a ensuite été adoptée par les Parthes lorsqu'ils ont emporté la statue après Jésus-Christ, et ils ont gravé sur la cuisse de la statue une inscription en renommant cette statue d'Héraclès du nom de leur propre dieu. Et ça, c'est quelque chose que l'on retrouve aussi avec les Phéniciens, et je pense notamment à Héraclès, le héros grec, qui est souvent identifié au Melkart des Phéniciens. Et on a avec Héraclès une figure qui est paradigmatique de ces échanges, puisque Héraclès, c'est finalement le dieu le plus partagé, le plus commun à toutes les populations de la partie orientale du monde grec et ensuite du monde romain. Et il va être rebaptisé et réintégré à toutes sortes de panthéons locaux jusqu'en Asie centrale. Et on a aussi des découvertes intéressantes en Asie centrale, je pense au Pakistan actuel, je pense à l'Afghanistan actuel, où on voit que souvent des figures divines ont des traits qui sont empruntés à l'Héraclès grec, même lorsqu'elles renvoient à des panthéons locaux. Enfin, l'hellénisme est aussi une esthétique, c'est aussi une philosophie, c'est aussi un monde d'érudition très vaste qui influence l'ensemble de ces territoires. Absolument, il faut insister notamment sur deux centres qui vont se développer. Il y a un centre ancien mais qui ne disparaît pas, mais qui évolue, c'est Athènes, qui reste quand même un centre culturel majeur et qui va connaître une petite éclipse, on va dire, au 1er siècle avant Jésus-Christ, car les Athéniens ont fait le mauvais choix en choisissant le camp de Mithridate VI qui s'est opposé à Rome, mais Athènes va être ensuite restaurée et remise en avant par les empereurs romains, notamment Hadrien, avec un centre, on va dire, philosophique, notamment ensuite à l'époque de Marc Aurèle, qui va créer des chaires de philosophie à Athènes, et le deuxième centre qui est créé par Alexandre le Grand et qui se développe ensuite dans l'Égypte lagide, l'Égypte de la famille des Ptolémées, celle de la fameuse Cléopâtre VII, et Alexandrie, qui est bien sûr connue pour sa bibliothèque, créée par Ptolémée Ier et Ptolémée II, et qui va devenir, avec le musée, le sanctuaire des muses, un centre qui fédère la culture grecque, mais pas uniquement, puisque dans la bibliothèque d'Alexandrie, les érudits grecs s'attachent à préserver toutes sortes de textes qui ne sont pas forcément des textes grecs, et on y trouvait aussi des traités zoroastriens, donc ce qui renvoie aux religions de l'ancienne Perse, voire des traités bouddhiques. Si on va aujourd'hui au théâtre le vendredi soir ou le samedi soir, c'est grâce à l'hellénisme ? En partie, disons que c'est grâce aux travaux des savants de la bibliothèque d'Alexandrie qui ont sélectionné, alors malheureusement pour nous, ils n'ont pas pu tout copier, donc ils ont sélectionné des textes qui ont peu à peu été considérés comme des classiques. Pour les tragiques, je pense à Échille, Sophocle, Euripide. Pour les auteurs comiques, on peut aussi penser à Aristophane. Et ils ont établi des nomenclatures, ils ont établi des listes. Et il faut ici notamment citer le poète Callimaque, qui a été à la tête de la bibliothèque d'Alexandrie au IIIe siècle avant Jésus-Christ, et qui a mis au point l'ancêtre des catalogues de bibliothèques, ce qu'on appelle les
pinakes en grec, c'est-à-dire les tables. Et en fait, c'est une mise en ordre de la culture, un classement qui sélectionne les plus beaux textes pour les recopier. Et ces textes ensuite ont été transmis jusqu'à nous, notamment à partir du 7e siècle après Jésus-Christ par les moines byzantins qui les ont recopiés à leur tour et qui nous les ont transmis. Il existe des résistances à la culture grecque, à l'hellénisme ? C'est un vieux serpent de mer historiographique, c'est-à-dire qu'on est passé d'une vision un peu colonialiste au 19e et au début du 20e siècle d'un Alexandre et de ses héritiers comme civilisateurs et apportant la culture grecque aux barbares, à une vision contraire dans les années 60 qui soulignait plutôt les résistances à l'hellénisme. Aujourd'hui, on a un petit peu dépassé ces visions. Ce que l'on constate, c'est que même dans des territoires qui sont marqués par des tensions entre communautés, je pense notamment à l'Égypte, où il y a des interactions culturelles et on avait cru voir à une époque dans les temples égyptiens par exemple des foyers de résistance à l'autorité du pouvoir lagide, et Anne-Emmanuel Weiss en particulier a bien montré que lorsqu'il y a des révoltes violentes qui menacent véritablement la cohésion du territoire et l'autorité des rois gréco-macédoniens égyptiens, eh bien les prêtres vont plutôt se placer du côté du pouvoir royal. En revanche, dans d'autres territoires, ça a été souligné par les archéologues français qui ont fouillé le site d'Aïkanoum en Afghanistan, on a observé des traces de destruction très importantes sur les communautés et les cités grecques en Afghanistan, ce qui ont poussé les archéologues à se demander si à la fin de l'époque hellénistique, l'isolement de ces Grecs et peut-être leur domination brutale sur les populations de la région n'aurait pas entraîné une forme de réaction très hostile qui s'est ensuite traduite par des destructions massives et des traces d'incendie. En tout cas, c'est une hypothèse qui a été avancée. Une dernière question, je vais mettre à dos les amoureux de la Rome antique, mais ce n'est pas grave. Il n'y a pas de Rome antique sans hellénisme ? Disons que c'est plus compliqué. Les Romains ne sont pas des copistes. Ce sont des gens qui vont adopter une culture dominante à l'époque. Et la culture dominante à l'époque, c'est l'hellénisme. Mais les Romains vont profondément transformer cela. Ils vont aussi l'adopter à leur propre code. J'en veux pour exemple la statuaire, où on peut avoir des combinaisons de corps, notamment pour les empereurs qui sont des corps d'inspiration hellénique avec une nudité héroïque, une musculature puissante et un drapé qui vient directement de la statuaire grecque du second classicisme ou de l'époque hellénistique, et puis des têtes qui elles sont typiquement romaines car elles sont marquées par ce qu'on a parfois appelé en histoire de l'art le vérisme, c'est-à-dire l'insistance sur les rides, sur même parfois les déformations du visage, et ça c'est quelque chose qui vient de la Rome républicaine et qui relève aussi d'une forme d'esthétisation du corps, esthétisation différente de celle des Grecs puisqu'elle souligne la gravitas, c'est-à-dire le sérieux des hommes politiques romains. Eh bien, merci beaucoup Gerbert Bouissou d'être revenu à notre micro. La Grèce hellénistique et romaine d'Alexandre à Hadrien dans la collection Mondes Anciens dirigée par Joël Cornette, paru chez Belin. Il s'agit d'un ouvrage que vous avez coécrit avec Christophe Chandezon et Pierre-Olivier Auchard sous la direction de Catherine Grandjean. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité. Si vous n'avez pas écouté l'émission consacrée à Alexandre, enregistré avec vous, Gerbert Bouissou, n'hésitez pas à le faire, et avec votre confrère et compère, disons-le, Pierre-Olivier Auchard, nous avons vu la semaine dernière ce qu'étaient les royautés helléniques. Donc il s'agit d'une autre émission, vous pouvez l'écouter sans problème sur notre site. N'hésitez pas, chers auditeurs, à aller sur notre site internet storiavoce.com. Vous avez plus de 600 émissions disponibles, c'est absolument énorme, et vous ne pourrez trouver votre miel que si vous utilisez le moteur de recherche, puisque toutes les émissions sont bien évidemment taguées. N'hésitez pas aussi à aller chez votre marchand de journaux, vous procurer le dernier numéro d'Histoire et Civilisation. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos cours d'histoire. Merci beaucoup pour votre fidélité et à très bientôt.